L'échiquier international, bienvenue à vous. Je veux qu'on se souvienne de moi comme un homme de paix. Dixit le président américain Donald Trump. L'homme se dit vouloir stopper toutes les guerres. On a appris d'ailleurs dans la foulée une rencontre entre lui et Vladimir Poutine, le président russe, pour solutionner peut-être le conflit en Ukraine. Une rencontre prévue le 15 août prochain en Alaska. Nous consacrerons une émission d'ici là, comptez sur nous. Mais ce soir, on a voulu questionner cette méthode très particulière de conjuguer le terme diplomatie au temps trumpien. On le répète un peu précipitamment, sans doute dans les médias. Trump est excentrique, décalé, loufoque. En effet, l'homme de la Maison-Blanche déroute avec des négociations avec la Russie, l'Union européenne ou entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. On se souvient de sa déclaration lors de la crise entre l'entité sioniste et l'Iran. Personne ne sait ce que je vais faire. Et si c'était finalement ça, son atout, son imprévisibilité diplomatique, son ambiguïté stratégique, une arme qu'il utilise pour semer le doute chez ses adversaires comme chez ses alliés. Quoi qu'on en pense, Trump impose son tempo, ses règles, son cadre. Donc, il a forcément l'avantage et force les autres à dévoiler leur jeu, faire du bruit pour aussi éviter de regarder ailleurs, à savoir la situation interne, économique et sociale américaine. Voici globalement le menu du jour. À tout de suite pour en parler. Le monde selon Donald Trump, la diplomatie selon Donald Trump et surtout, qu'est-ce que cela révèle sur la situation interne des États-Unis? Eh bien, pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Romuald Sciorra, chercheur et spécialiste de la géostratégie des États-Unis, conférencier, auteur. On va en parler. Bienvenue, Romuald Sciorra. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On l'a dit en guise d'introduction, il n'y a pas un jour où Donald Trump ne fait pas une déclaration pour le moins déroutante. L'échiquier international semble être un terrain de jeu pour ses sorties médiatiques. Aucune nation n'est épargnée. Il menace parfois, souvent il tense, il avertit tout le temps. Il n'a pas vraiment d'alliés à part l'entité sioniste. Est-ce que vous voyez ce rythme effréné durer jusqu'à la fin de son mandat, même si on en est encore loin ? On en est encore loin, mais effectivement, ce rythme effréné, comme vous dites, va sans aucun doute durer jusqu'à la fin de son mandat. Il faut bien comprendre que Trump 2025 n'a rien à voir avec Trump 2017. À l'époque, c'était un homme qui avait été élu un petit peu par accident, il ne s'y attendait pas, il n'avait pas de colonne politique vertébrale, il était très mal entouré. Jusqu'en 2015, il avait hésité à se présenter chez les démocrates. Bref, une présidence très brouillonne. Trump s'est radicalisé vers la fin de son premier mandat, durant les 4 années passées dans l'opposition, et il a été élu avec l'aide et le soutien de la droite la plus extrême, la plus radicale aux États-Unis, qui a enfin, grâce à Trump, accédé au pouvoir il y a quelques mois. Donc, quand on parle de Trump, il ne faut jamais oublier que cette fois-ci, nous parlons d'un groupe de personnes essentiellement représentées par le vice-président J.D. Vance, la secrétaire générale de la Maison-Blanche, qui est très, très influente, Suzy Wiles, et d'autres acteurs. Bref, ces personnes ont un projet très précis pour la politique intérieure, mais aussi pour la politique extérieure, qui pourrait se résumer à mettre à bas ce qui demeure du système multilatéral instauré après la Seconde Guerre mondiale. Et donc, cette politique du chaos, cette politique du rapport de force s'inscrit dans ce projet qui a pour objectif de réinstaurer un ordre international basé sur les relations bilatérales où la loi du plus fort fait justement la loi. Et c'est ce que Trump essaye d'instaurer, il réussit à le faire. Et donc cette politique, cette stratégie du chaos, des annonces continues, fait partie de ce plan, de cette stratégie. Et donc oui, nous devrions assister à ce genre de spectacle jusqu'à la fin de ce mandat. Les médias européens parlent du président américain comme un homme imprévisible, déroutant. Or, on remarque qu'il, vous l'avez dit, qu'il impose un rythme au niveau diplomatique. Les nations visées se positionnent d'après ces déclarations. Ces déclarations font office de vecteurs, des déclarations qui aussi saturent l'espace médiatique et celui des réseaux sociaux. Il est encore trop tôt pour évaluer cette stratégie, mais il semble en tout cas avoir une arme assez essentielle, l'imprévisibilité.
Oui, l'imprévisibilité, mais écoutez, si on regarde avec les yeux de Donald Trump ou des républicains ou de sa base électorale, on peut dire que sur le plan international, le président des États-Unis vole de succès en succès. Et croyez-moi, je peux le dire ici, je n'ai pas voté pour lui, j'ai voté pour Kamala Harris, mais il faut voir les choses telles qu'elles sont. Donald Trump, surtout depuis le mois de juin, a rencontré des succès, que ce soit au Congo, que ce soit encore hier avec l'Azerbaïdjan et l'Arménie, que ce soit avec ce sommet de l'OTAN où on a vu quand même les membres de cette alliance se prosterner devant le nouvel empereur d'Occident, que ce soit dans son rapport de force avec l'Union européenne qui a plié, qui s'est soumise à Donald Trump, un taux d'imposition de 15% sur les produits européens sans aucune réciprocité. Enfin, c'est le rêve de tout dirigeant semi-autoritaire. Bref, Donald Trump semble voler de succès en succès, idem malgré la crise intérieure dont vous parliez tout à l'heure, très très importante que connaît aujourd'hui les États-Unis. Néanmoins, pour son électorat, il a réussi à imposer son projet de loi budgétaire. La Cour suprême vote des résolutions en sa faveur, etc., etc. Donc oui, cette politique cette stratégie du choc, de la prévisibilité inhérente à la personnalité du président américain fonctionne et pour l'instant, je dis bien, semble porter ses fruits. Personne ne sait ce que je vais faire. On se souvient, il avait dit ça lors de la guerre entre l'entité sioniste et l'Iran. Il y a 3 jours, les médias ont rapporté que 2 sous-marins nucléaires américains se dirigeaient vers la Russie. Puis, dans la foulée, on a appris, il y a quelques heures, qu'un futur sommet entre lui et Vladimir Poutine était en passe d'être organisé la semaine prochaine en Alaska pour peut-être une solution en Ukraine. Entre-temps, on l'a dit, il a imposé une paix entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, il menace le Brésil, il menace l'Espagne, impose des accords, vous en avez parlé, au détriment des Européens. Et encore, la liste n'est pas exhaustive de son programme. Est-ce qu'on ne fait pas aussi l'erreur de l'analyser selon un paradigme européen, alors que le point commun de toutes ces sorties, de toutes ces postures, c'est bel et bien la défense des intérêts américains? Oui, tout à fait, vous avez tout à fait raison. Et vous parliez du Brésil, je me permets de rebondir là-dessus. Nous venons d'assister avec le taux d'imposition à 50% imposé au Brésil à quelque chose de tout à fait nouveau sur l'échiquier international. Une révolution. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on pourrait faire un parallèle lorsque Trump avait menacé éventuellement, pour reprendre ces termes, d'annexer le Groenland par la force. Jusqu'à ce moment-là, lorsque les États-Unis proposaient ou menaçaient d'intervenir militairement, ils se drapaient toujours derrière le prétexte d'exporter de la démocratie, les droits de l'homme ou ce que vous voulez, la liberté, etc. Là, Trump, pour la première fois dans l'histoire américaine, est allé cash. C'était ce que tu as m'intéresse, tu me le donnes ou je te casse la figure. Point. On y allait cash. On parlait éventuellement d'annexer pour simplement les intérêts américains une partie du Groenland. Ce qui s'est passé avec le Brésil suit la même ligne, c'est-à-dire que c'est purement cash, pour reprendre ce mot. Lorsque Trump menace de ne pas aller vers un deal avec le Canada parce que le Canada pourrait reconnaître la Palestine, à titre personnel, je suis tout à fait en faveur que le Canada reconnaisse la Palestine, bien évidemment, mais il faut encore, si on voit les choses selon Trump et les républicains, ils se drapent derrière le prétexte que le Canada, pays allié, pourrait être amené à reconnaître, selon eux, bien évidemment, un pays potentiellement terroriste ou dangereux pour les États-Unis, pour reprendre leur terminologie. Il y a encore, je dirais, donc un camouflage derrière un prétexte idéologique. Mais là, avec le Brésil, où on entre dans une toute autre dimension, c'est qu'il n'y a aucun prétexte idéologique ou commercial ou autre. Il dit je taxe le Brésil à hauteur de 50%, tout simplement parce que vous voulez mettre mon copain en tôle. C'est-à-dire que ça s'appelle du racket. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les États-Unis sont la première superpuissance voyou de l'histoire. On parle de Le Brésil l'ex-président du Brésil, Bolsonaro, Javier Bolsonaro, qui est Exactement, actuellement. exactement. C'est une première, c'est-à-dire il n'y a pas de prétexte économique, c'est pas que ça soit mieux pour les États-Unis, les États-Uniens ou le commerce international, il n'y a pas de prétexte idéologique, c'est tout simplement, ben voilà, je vais taxer à hauteur de 50% votre pays si vous mettez en prison mon ami Bolsonaro. Ça s'appelle du racket.
Mais est-ce que cette agitation ne sert-elle pas également à détourner le regard de la situation économique et sociale américaine? Vous avez parlé tout à l'heure de la loi budgétaire votée par le Congrès américain qui privilégie les questions sécuritaires et les questions d'immigration au détriment du social et de l'écologie. Mais surtout, elle devrait, d'après certains analystes, accroître le déficit du pays, puisque selon les prévisions du Trésor américain, le ratio de la dette américaine au PIB devrait augmenter et atteindre plus de 200% en 2050 et même au-delà des 550% du PIB d'ici la fin du siècle. L'endettement total de la première puissance mondiale se monte aujourd'hui à peu près à 37 000 milliards de dollars. L'Empire, on le dit Romuald, l'Empire est très malade au vu de ces chiffres. Bien évidemment, pour reprendre l'expression concernant l'Empire ottoman au siècle dernier, on pourrait dire que les États-Unis sont le malade de l'Occident. Écoutez, oui, de toute façon, il est très clair que cette guerre commerciale tout azimut ne peut que contribuer à faire repartir l'inflation à la hausse. Et donc, une inflation reportant à la hausse va effectivement créer des pertes d'emplois, etc., etc. Les États-Unis sont un pays malade, un État en déliquescence. Voyons les choses telles qu'elles sont. Prenons très rapidement, les grands dossiers. Nous avons un pays le plus inégalitaire au niveau social du monde occidental. Rien ne peut être comparé avec la situation sociale aux États-Unis dans les autres pays occidentaux, européens, Canada, Australie ou Nouvelle-Zélande. Nous avons plus de 32 millions d'Américains qui ne bénéficient aucune aide médicale, qui n'ont pas vu un dentiste depuis leur enfance, etc., etc. Dans un pays qui est le pays le plus riche au monde, le plus riche de l'histoire de l'humanité, c'est quand même une anomalie plus que flagrante. Et donc cela crée évidemment un déséquilibre à l'intérieur du pays. L'éducation également, on parle toujours des très grandes universités américaines, et c'est vrai qu'ici on a la chance d'avoir certaines des plus grandes universités au monde, ce sont les plus grandes universités. Mais c'est également le pays où se trouve le plus grand nombre de ce que l'on appelle un peu péjorativement des universités poubelles, c'est-à-dire très mal financées, des professeurs pas toujours bien formés, etc. Un système de l'éducation dès le primaire et le secondaire le plus inégalitaire des pays de l'OCDE. Etc., etc., des infrastructures en ruine, etc., et un État fédéral de plus en plus décrédibilisé. Et c'est pourquoi je parle d'une Amérique entrée aujourd'hui en déliquescence, sans parler évidemment de la polarisation extrême au sein de la population. On peut aujourd'hui parler de guerre civile culturelle aux États-Unis. Alors, hein, on le voit, hein, vous en avez énuméré certains symptômes de cet empire malade, voire en déclin. Il serait, à vous lire, fort à l'extérieur, mais très, très atteint en interne. Dans un livre sorti justement en janvier dernier, L'Amérique éclatée, vous décrivez une Amérique divisée avec, vous l'avez dit, des inégalités qui font plus que croître, hein, 20% de la population sous le seuil de pauvreté, un grave problème de drogue, mais vous évoquez des clivages graves qui vont même jusqu'à affaiblir l'État fédéral. On parle même de séparatisme de certains États, comme le Texas par exemple. Est-ce que, je ne sais pas, je vous pose la question, est-ce qu'à terme, avec un tempérament autoritaire, est-ce que Trump, pardon, ne servirait pas justement à éviter cet éclatement, à éviter peut-être ces mouvements séparatistes qui sont en train de menacer de plus en plus l'État fédéral? Alors, faisons un petit peu de généalogie. Il est vrai que depuis une quarantaine d'années, l'État fédéral perd son crédit chaque jour qui passe et est entré dans un état, comme je le disais, de déliquescence avancée. Celui-ci est affaibli et à l'intérieur, de moins en moins respecté. On a vu au cours des dernières décennies de nombreux gouverneurs s'opposer à des décisions présidentielles. On se rappelle du gouverneur du Texas, Greg Tabo, qui a véritablement, on pourrait parler d'une insurrection à l'encontre de Washington lorsqu'il avait envoyé la police
texane s'opposait aux représentants fédéraux à la frontière, et cette opposition a duré durant tout le mandat de Joe Biden. On a vu d'autres gouverneurs républicains s'opposer frontalement, comme cela ne s'était jamais vu depuis les années 1850, avant la guerre civile de 1861-1865, au président Obama. Mais on a vu aussi des gouverneurs démocrates s'opposer frontalement, comme dernièrement le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, et à raison, je pense, à Donald Trump. Donc l'État fédéral est affaibli, la population américaine polarisée comme jamais, il n'y a plus vraiment de choses qui unissent les habitants de ce qu'on appelle la Bible Belt, ces États ultra-conservateurs du sud-ouest des États-Unis, du sud-est, pardon, des États-Unis, et des États comme la Californie, l'Oregon ou le New York. C'est pourquoi de nombreux observateurs prédisent une partition sous une forme ou une autre, peut-être un retour à un esprit plus confédéral des États-Unis au cours des prochaines décennies, et je fais partie de ces observateurs. Aujourd'hui, est-ce que Donald Trump peut ralentir? Je dirais oui. D'un côté, oui, un régime semi-autoritaire, une présidence autoritaire comme celle que Donald Trump est en train d'imposer aux États-Unis, peut effectivement freiner des velléités d'autonomie, si ce n'est d'indépendance. D'abord, tout simplement parce que la plupart des États qui exprimaient ces velléités d'indépendance et d'autonomie étaient jusqu'à présent des États républicains. Par la force des choses, ces États sont épanouis sous une présidence Trump et une possible future présidence Vance. D'un autre côté, on a vu comment la Californie a réagi récemment lorsque Trump a presque illégalement, anticonstitutionnellement, envoyé la garde nationale puis l'armée fédérale en Californie, alors que les manifestations n'étaient vraiment pas, quelque chose de phénoménal. C'était absolument injustifié. Donc, d'un côté, oui, mais d'un autre côté, même si je ne pense pas que la Californie proclamera son indépendance prochainement, on pourrait imaginer, c'est ce que j'explique d'ailleurs dans le livre que vous avez la gentillesse de mentionner, qu'une présidence autoritaire, malgré ce que l'on pourrait croire au départ, pourrait exacerber les volontés d'indépendance ou d'autonomie de certains États progressistes, comme la Californie, qui jusqu'à présent, bon an, mal an, n'avait pas trop de soucis avec le gouvernement fédéral. Donc nous pourrions nous retrouver dans quelques années, s'il y a une nouvelle présidence, il y en aura forcément, démocrate, avec des États républicains qui soient de plus en plus poussés à exprimer leur volonté d'indépendance ou d'autonomie, mais aussi des États démocrates qui auraient vu germer l'idée en leur sein. Pour conclure là-dessus, ce que l'on appelle le California Exit, enfin l'indépendance de la Californie était considérée comme une plaisanterie dans les années 90, un peu plus prise au sérieux dans les années 2000 et 2010. Aujourd'hui, c'est un projet concret dont des élus de haut rang parlent ouvertement. Dans votre livre, donc l'Amérique éclatée, vous êtes, on va le dire, un peu pessimiste, puisque vous évoquez, vous portraiturez un pays qui ne fait plus rêver, mais vous l'avez dit, un pays qui risque l'éclatement et également de sombrer dans l'autoritarisme, sans parler de l'éclatement du territoire, voire la départition de certains États comme la Californie. On est loin des thèses des années 90 de Francis Fukuyama qui a annoncé la fin de l'histoire et le triomphe de la démocratie libérale avec à leur tête les États-Unis d'Amérique. Bon, on l'a beaucoup caricaturé, mais les États-Unis d'Amérique actuellement sont malades. Il y a aussi la montée d'autres puissances comme la Chine, le Brésil, et la liste est encore assez large. Sans parler de la montée des populismes en Europe, un peu partout, qui risque de mettre du plomb dans l'aile des thèses du géostratège américain. C'est-à-dire, en fait, les États-Unis ne sont plus peut-être ceux qui vont conclure l'histoire. Écoutez, cela me paraît effectivement une évidence aujourd'hui. Fukuyama a un petit peu rêvé dans la fin de l'histoire, évidemment. Il n'a jamais dit que l'histoire était arrivée à son terme. Il expliquait qu'aujourd'hui, la démocratie libérale était triomphante après la chute de l'Union soviétique et que progressivement, l'entièreté de la planète allait s'occidentaliser. Il n'y a pas d'autre expression, et adopter le régime de la démocratie libérale en s'inspirant du modèle américain.
on en est loin aujourd'hui. Mais vous savez, tout cela fait partie d'une vague, d'un cycle beaucoup plus vaste. Nous sommes à la fin d'un cycle, le cycle de la puissance occidentale. Nous sommes à la fin d'un cycle également qui a débuté à la Renaissance, avec les grandes idées humanistes, les grands concepts humanistes concrétisés sous forme d'idées au siècle des Lumières par les philosophes européens, ces idées elles-mêmes concrétisées sous forme de politique à l'ère des démocraties naissantes au XIXe siècle. Tout cela a connu un apnée en 1945 avec la mise en place du système multilatéral, ONU, Déclaration universelle des droits de l'homme, droits de la femme, etc. Aujourd'hui, nous sommes dans cette fin du cycle occidental, fin du cycle des grandes idées humanistes. Donc, il n'est pas étonnant de voir que l'idéal démocratique lui-même parle de moins en moins aux populations à travers la planète, mais aussi de moins en moins aux populations européennes et occidentales. Trump n'est qu'un épisode de ce cycle. Il ne fait que l'accélérer. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les démocraties occidentales, les démocraties libérales en général, aujourd'hui, se portent de moins en moins, et c'est pourquoi de nombreux observateurs parlent peut-être de la parlent de la possible fin de l'ère des démocraties à laquelle nous pourrions assister au cours des prochaines décennies. Alors Donald Trump, il le dit souvent en tout cas, pense qu'il mériterait le prix Nobel de la paix. Cette déclaration peut prêter à sourire, mais dans un monde où, oui, tout est inversé, vous l'avez dit, c'est la fin d'un cycle, où la logique des puissants et de la force l'emporte, pensez-vous qu'on pourrait quand même lui discerner ce prix? Écoutez, comme vous l'avez dit très, très judicieusement, on peut être étonné demain par les décisions qui peuvent être prises à droite, à gauche. Concrètement, si on prenait ce que Trump a réussi à faire au Congo, par exemple, ça serait un chef d'État africain ou d'un petit pays d'Asie ou européen qui aurait obtenu cette pacification. La personne serait nobélisable sans aucun souci et sans aucun doute pour obtenir le prix Nobel. Si on voit ce qu'il a imposé entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, pourrait également aller dans ce sens. Il a quand même réussi à mettre un frein à la violence entre le Pakistan et l'Inde il y a quelques semaines. Donc rien que cela pourrait effectivement justifier un prix Nobel de la paix. Il faut voir les choses telles qu'elles sont. S'il obtient un cessez-le-feu, il va l'obtenir en Ukraine. Je fais partie de ceux qui sont convaincus que ce qui va se passer la semaine prochaine semble me donner raison, que nous allons assister à la fin du conflit russo-ukrainien au cours des prochaines semaines ou prochains mois. Également, cela pourrait aller dans le sens dont nous parlons. Néanmoins, n'oublions pas que la paix qui va se faire qui va être imposée à l'Ukraine est une paix au détriment de l'Ukraine. Voyons les choses telles qu'elles sont. La Crimée est reconnue territoire russe, le Donbass sous contrôle russe, une partie des territoires de l'Est également, et promesse que l'Ukraine n'entrera pas dans l'OTAN. Donc c'est quand même une défaite de l'Ukraine au profit de la Russie. Donc là, déjà, ça cloche un petit peu. Mais au-delà de tout cela, si on décidait de donner le Nobel à Trump pour le Congo, pour l'Azerbaïdjan, Arménie, pour l'Inde, le Pakistan, etc., il ne faut quand même pas oublier que l'on parle de quelqu'un qui n'a rien fait, qui ne fait rien, au contraire, pour enrayer le génocide qui se passe aujourd'hui à Gaza. Sans parler que nous parlons de quelqu'un également qui est en train d'instaurer un régime semi-autoritaire aux États-Unis. Les attaques contre la démocratie américaine sont quotidiennes depuis le mois de janvier. On ne va pas les énumérer, mais c'est un festival. Il faudrait 2 émissions comme celle-ci. Donc, rien que pour cela, donner le prix Nobel à Donald Trump serait une erreur au point de vue symbolique. Donc oui, Trump peut mériter le Nobel pour certains de ses engagements, prises de position et actions, mais son soutien aujourd'hui à Tel Aviv, avec ce qui se passe à Gaza et également ses attaques permanentes contre la démocratie américaine, ne justifierait donc pas qu'il obtienne ce prix Nobel, et ce serait une erreur du comité Nobel de le lui offrir sur un plateau d'argent. Romuald Surin, on arrive à la fin de notre émission. Je vous demanderai une réponse très courte. Où placer Donald Trump dans l'histoire politique américaine?
Écoutez, au premier plan, enfin, au premier plan des acteurs primordiaux de cette histoire. Donald Trump aura occupé une place primordiale dans l'histoire américaine. Il faut voir les choses telles qu'elles sont. Sans aucun doute plus négatif évidemment qu'Abraham Lincoln ou George Washington, mais il demeurera l'un des acteurs majeurs de l'histoire des États-Unis. En guise de conclusion, signé Romuald Siora, spécialiste des relations internationales et particulièrement des États-Unis, auteur d'un très bon ouvrage, L'Amérique éclatée. Je vous le conseille vivement, chers téléspectateurs. Romuald Siora, merci d'avoir été des nôtres. Je vous dis à bientôt. À bientôt. L'échiquier international est fini pour aujourd'hui. Bonne suite des programmes sur Al24 News et je vous dis à demain.